Salut tout le monde, c'est Johan, le directeur marketing de l'école française. Est-ce que vous m'entendez? Et l'idéal pour me confirmer que vous m'entendez, c'est de m'envoyer un petit message sur le chat. Je vous envoie tout de suite un message. Salut tout le monde. Et si les participants... est-ce que vous m'entendez? Ah, il y a un autre Johan qui est en train de taper. Salut Fabienne. Est-ce que tu m'entends Fabienne? Ah, très bien. Alors attends, Johan, Judith ou Johan, quel est ton prénom? Bref. Salut tout le monde, trop cool de vous avoir aujourd'hui sur notre webinaire marketing. Alors je commence tout de suite en me présentant. Johan. Donc moi je m'appelle Johan Etchegaray, je suis le directeur marketing de l'école française. Avant j'ai bossé pour 3 autres boîtes, j'ai passé 10 ans chez lelinx.fr. On a créé le site avec 2 autres cofondateurs et donc les pubs Malinx, le Lynx, etc., c'est complètement de ma faute. J'avais envie ensuite de mettre un peu plus de sens dans ma carrière professionnelle. Donc j'ai travaillé dans la rénovation énergétique, donc les panneaux solaires, les pompes à chaleur, l'isolation, etc. chez EFI. J'ai fait un petit tour chez Studi, qui est un de nos concurrents actuels, dans l'éducation en ligne, qui est vraiment le secteur que j'apprécie le plus. Et j'ai trouvé mon bonheur chez l'école française, que je trouve une super boîte et j'espère vous retrouver en tant qu'apprenant, en tant qu'étudiant, en tant que personne que je pourrais rencontrer parce que je suis mentor sur nos formations marketing. Donc pour ceux qui sont apprenants, les mentors, c'est des professionnels qui sont en poste, issus du terrain, qui vous accompagnent dans votre formation pour répondre à vos interrogations, vous aider dans vos exercices et vous donner aussi des perspectives de carrière, de reconversion, de conseils pour vos avenirs professionnels. Et puis, j'ai souvent recruté, formé de nombreux talents en marketing. Donc, j'ai un peu l'expérience aussi des différents métiers, qui est le sujet de la journée, et des évolutions de carrière possibles. N'hésitez pas, dans le chat, si vous avez des remarques, des questions, des réflexions, de les partager, et je serai ravi de vous répondre en temps réel et de vous apporter des éclairages quand je le peux. Alors, désolé, je reviens un peu en arrière. Ce que je vous propose dans cette formation, enfin dans ce webinaire, c'est de vous parler déjà de 3, 4, 5 définitions, choses que je vois dans le marketing, dans les grands enjeux, puis après parler des différents contextes où vous pouvez poursuivre votre carrière, travailler, et puis vous parler après des métiers et de leurs évolutions possibles. Donc définition très perso du marketing, mais juste pour être sûr qu'on parle tous du même sujet, je vous ai mis 2 mots en bleu parce que je trouve que c'est les plus importants. Le marketing, c'est utiliser la créativité et les données. Donc c'est vraiment 2 pendants qui sont parfois contraires pour beaucoup de gens, un esprit créatif, un esprit analytique. Moi, je pense qu'au contraire, s'alimentent l'un et l'autre pour être bien meilleurs. Et le but, c'est de connecter des produits ou des services avec les personnes qui en ont besoin ou envie. Donc ça, c'est important aussi. On va être dans un monde de consommation, vente, marketing réel, et on veut connecter des gens où il y a vraiment des besoins et des envies. Pas de bullshit chez nous, on est vraiment dans du business, du réel, etc. Alors je vous ai pris 2-3 citations que je trouve très intéressantes. Je retrouve vraiment aussi l'essence que moi je vois dans le marketing. Et c'est ce que je vous disais avant, le marketing est une utilisation créative de la vérité. Donc le but, c'est quand même ça se base sur des comportements, des vérités, des besoins, des tendances, des études de marché, des intuitions parfois aussi sur ce que ont besoin les entreprises et les consommateurs. Et ensuite, le tourner d'une façon créative, unique, originale, pour se démarquer de nos concurrents et créer une nouvelle offre ou un nouveau besoin. Derrière, j'aime bien ce mot-clé d'enthousiasme, c'est ce que je vais essayer de vous partager aussi aujourd'hui. Le marketing, c'est l'enthousiasme transféré au client, comme c'est ce que j'essaie de faire aussi aujourd'hui. Moi, je suis hyper enthousiaste par rapport à mon métier, par rapport à cette filière. Et donc, pareil, c'est votre mission, après, dans vos futurs métiers ou vos métiers actuels, de transférer cette envie, cet enthousiasme à vos clients, à vos prospects, etc. Alors, moi, j'aime bien parler de paradoxe du marketeur. Il y a un petit côté schizophrène dans parfois vos missions et les enjeux sur lesquels vous allez travailler. Et donc, je vais vous montrer 3 ou 4 paradoxes pour vous expliquer un peu quelle
quel jonglage vous devez faire pour être, à mon avis, vous démarquer du reste de vos concurrents et collègues. Le premier, j'en avais touché un mot avant. J'ai essayé de faire des rimes. Donc, le petit paradoxe, c'est d'utiliser à la fois un imaginaire, une créativité, donc la créa, et la data. Donc, il y a plein de gens que je rencontre au quotidien qui, souvent dans des métiers créatifs, disent « Moi, je suis hyper créatif, j'adore les réseaux sociaux et ce que ça peut créer en termes de possibilités de création de contenu, création visuelle, etc. » Par contre, l'analyse de la donnée, des tendances, c'est pas trop pour moi. Et à contrario, j'ai travaillé aussi avec plein de gens qui sont très bons dans le suivi des données, le suivi des études de marché, l'optimisation de campagne, mais qui se disent un esprit analytique et donc parfois manquent de créativité. Moi, je crois que ces deux sujets, en fait, vous allez vous démarquer si vous comprenez qu'ils n'en font qu'un et qu'ils s'auto-alimentent l'un et l'autre. C'est-à-dire, quand vous avez des idées créatives, en termes de activation de contenu, nouvelles campagnes, nouvelles marques, etc., il faudra toujours essayer de les prouver avec derrière des impacts et de la data. Est-ce que mon business a avancé? Est-ce que mon engagement a avancé? Quels sont les objectifs et les KPI que je vais pouvoir définir pour que derrière mes intuitions créatives, je trouve aussi l'explication business, l'explication croissance, l'explication de réussite. Quand on lance des campagnes sur Facebook, eh bien, on va avoir un nombre de vues, un nombre de temps passé, un nombre de visiteurs sur un site, un nombre d'achats produits, un panier moyen, une rétention finale, que sais-je, selon vos objectifs. Mais il faudra derrière vos intuitions créatives pouvoir mettre en place le suivi de la donnée. Et à contrario, l'analyse de la donnée, quelles sont les opportunités actuelles, quels sont les points de douleur aussi dans mon tunnel de vente, mon site e-commerce, que sais-je, selon les différentes activités, mon produit, ma fidélisation client, enfin, il y a beaucoup d'enjeux que vous pouvez traiter. De connaître cette donnée, de comprendre les points de douleur, ça vous donnera d'autant plus de créativité parce que vous allez comprendre à quel moment du processus il y a peut-être une douleur, une solution à trouver, et ça va activer votre créativité en disant « Ok, j'ai compris que maintenant peut-être mes campagnes, par exemple, je reprends l'exemple de mes campagnes Facebook, les vidéos sont très appréciées, mais quand les gens arrivent sur mon site, je vois qu'il y a un énorme taux de déperdition parce qu'ils n'ont pas compris le message, parce que mon site n'est peut-être pas un bon design, un bon temps de chargement. » Vous allez mettre en place derrière, connaissant les problèmes, des solutions créatives. Donc moi, je trouve que les deux se complètent très bien et vous allez devoir, dans vos carrières, faire appel à ces deux aspects de votre cerveau, que sais-je. On a souvent des points forts, mais les deux s'alimentent. Et donc, essayez toujours de faire travailler l'un avec l'autre. Vous serez bien meilleur dans vos missions. Le deuxième, toujours en rime, donc là, je l'ai fait un peu en anglais. Il va falloir allier le côté curieux, donc curious en anglais, avec votre curiosité, et votre concentration, votre focus. Donc, ça, c'est pareil. J'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme en parlant anglais comme ça, mais donc, les deux, c'est pareil. Donnez-vous du temps pour vagabonder dans vos missions au quotidien. Faites de la veille, connectez-vous à des sites concurrents, regardez les campagnes avec un regard critique quand vous êtes sur votre télévision, sur votre radio, sur vos activations digitales, sur les campagnes vidéo, sur YouTube, etc. Essayez toujours d'avoir de la curiosité, de regarder ce qui se fait, et même dans vos heures de travail, même dans vos heures de formation, que sais-je, il n'y a pas de problème de vagabonder, en fait. Du moment que votre esprit il est assez ouvert, et d'essayer de comprendre pourquoi tel annonceur fait tel type de message, pourquoi telle tendance client va de l'avant, pourquoi ce site s'est construit de cette façon, pourquoi cette créa qu'on voit dans la rue, on passe tel message, de toujours être curieux de tout ce qui se passe. Vous n'allez pas toujours avoir un usage immédiat, de consommer par exemple des podcasts aussi, ou au-delà d'une formation, des vidéos en ligne pour se former, mais de toujours attiser cette curiosité, et surtout de le faire parfois sans objectif précis. Vous allez comprendre qu'il y a vos appels à la créativité. Oui, pour tous ceux qui présentent, Samantha, oui, bonne question. Il y a un replay qu'on peut envoyer à tous les participants. Donc, si tu as raté le début, franchement, j'ai pas parlé de grand-chose à part me présenter et expliquer 2-3 définitions du marketing. Donc, en vrai, ça va, t'inquiète. Je pense que si tu as raté quelques minutes, tu ne rateras pas le fond du webinaire. Donc, ce que je vous disais, c'était ce vagabondage va toujours vous aider, et c'est peut-être en marchant, en faisant autre chose, en faisant la cuisine, que sais-je, que vous allez faire appel après à des solutions que vous n'aurez pas réfléchi à l'instant T. Donc ça, il faut vous donner vraiment cet espace de curiosité et de vagabondage. Et à côté de ça,
Il y a pas mal de théorèmes autour du travail. Il faut savoir être hyper focus, hyper concentré quand vous avez des tâches à accomplir. On va pas se mentir, hein, c'est les gens qui font quand même le plus, en étant les plus efficaces et les plus productifs, qui font la différence. Et donc, il faut savoir jongler entre ces deux temps-là. Des temps où vous êtes ouvert à discuter avec les autres équipes, avec vos collègues, avec vos clients, et à vagabonder sur tout ce que peut faire la concurrence ou tout ce que peut faire les marchés. Et dans l'autre sens, d'avoir des plages de concentration où pas de téléphone, pas de notification, pas de traitement de mail. On se prend 2-3 heures. Et par rapport à notre curiosité qu'on avait développée avant, par rapport à cette créativité, cette data que j'ai fait appel avant, là, on s'attaque à un projet et on ne se déconcentre pas, limite, on parle à personne, quoi. Et donc ça, ce sera vraiment aussi pareil dans une journée de travail, dans une semaine de travail, dans un mois de travail, faire toujours appel à ces deux pendants qui se complètent aussi extrêmement bien. Le troisième enjeu, dichotomie, c'est les actions, le côté scalable, donc vraiment de mise à l'échelle, donc des actions qui vont chercher un impact décuplé, et le goût du détail. Ça, c'est pareil, ça pourrait être un peu dans le Pareto, si vous voulez. Pareto, c'est le premier, c'est je veux qu'une action en 80-20, c'est-à-dire 20% de mes actions ont 80% de l'impact. Je veux prioriser les actions qui vont toucher plusieurs utilisateurs, le maximum possible. Donc, le one-to-one, etc., c'est un petit peu un temps révolu. Maintenant, vous allez chercher dans vos actions marketing l'impact maximal. Je veux une portée engagée le plus possible. Je connais le mieux mes clients. Je vais créer des personas où le but, c'est de chercher les 50 clients suivants qui lui ressemblent le plus. Parce que je sais que cette solution a marché pour ces clients-là. Dans vos actions, il faut vraiment réfléchir à l'impact le plus global et immédiat et profond possible. Donc, parfois, se perdre dans certains détails d'exécution, ce serait une erreur. Le mieux est l'ennemi du bien. Je ne veux pas faire trop d'expressions, mais dans l'autre sens, j'ai cité détail avant, d'avoir de l'exigence dans l'exécution vous permettra d'avoir un impact décuplé. Donc c'est la même chose. Ça pourrait être aussi deux choses différentes. Si par exemple, vous avez une page d'un site qui est consultée par des milliers de visiteurs, chaque mot va compter, chaque virgule va compter. A contrario, une page plus profonde, qui est peu consultée, mais qui est juste une aide supplémentaire, il faut toujours avoir une exigence dans le contenu, évidemment, mais ne faites pas autant d'attention à chaque mot. Vous voyez, donc il faudra toujours faire bien le distinguo entre quelles actions ont de l'impact pour mes clients, pour mes ventes, pour ma croissance, et à quel niveau d'exigence je vais mettre dedans, et avoir les deux en adéquation. Alors, moi, quand je recrute quelqu'un dans mes équipes, quand je cherche un collaborateur, un freelance, une agence, enfin les personnes avec qui je vais aimer travailler et qui vont se démarquer du marché, je leur recherche 4 qualités. La première, c'est, je trouve que c'est toujours plus vrai, c'est la débrouillardise. C'est, alors la débrouillardise, je l'explique un peu mieux. C'est face à un problème, c'est les personnes qui vont se dire que ils vont pas baisser les bras et au contraire voir le challenge et trouver des solutions. Donc les solutions, ils peuvent la trouver d'eux-mêmes en cherchant sur Google, en consultant des vidéos, en suivant des formations, en plein de solutions possibles. Mais être débrouillard, c'est aussi se rendre compte que je connais tel collègue, tel ami, tel expert sur le sujet, je veux trouver une solution rapide et efficace, je vais apprendre cette personne. Donc c'est pas forcément trouver seul, c'est savoir, face à une situation, trouver la solution le plus rapidement possible et la plus élégante possible, en tout cas la plus impactante possible. Et c'est d'autant plus vrai que je trouve que la débrouillardise est importante, où l'accélération des outils, des solutions, des comportements est forte. Et donc, si vous n'avez pas ce côté débrouillard curieux où une nouvelle plateforme, un nouvel outil, une nouvelle source d'acquisition, une nouvelle façon d'opérer le marketing va arriver, il faut surfer sur la vague et remettre en cause un peu certains piliers de nos connaissances actuelles et savoir vite s'adapter à des nouvelles solutions parce que c'est là où vous sortirez votre épingle du jeu. La deuxième qualité que je recherche, c'est des gens qui sont team players, joueurs d'équipe. Il faut savoir, quand on travaille bien en marketing, comme je vous l'ai dit avant, être à l'écoute des autres équipes, les équipes produits, les équipes commerciales. Il faut être à l'écoute du client, donc les interroger, faire des études, faire des appels, vraiment comprendre leurs besoins, leurs attentes, leurs déceptions pour pouvoir itérer. Et donc, il faut savoir mener des projets transversaux où on arrive à convaincre, être accompagné
des différentes équipes, de la tech par exemple, si c'est du digital, des équipes commerciales évidemment, même moi par exemple en tant que directeur marketing, mais beaucoup d'entre vous, du directeur financier, où il faut pouvoir lui expliquer pourquoi les budgets sont bien engagés, pourquoi il faut peut-être une rallonge parce que telle source fonctionne bien, pourquoi au contraire on peut faire des économies sur tel ou tel sujet parce qu'il commence à avoir moins d'impact. Et donc être bon communicant, ça peut être naturel peut-être pour quelqu'un en marketing, mais de savoir bien s'accompagner et travailler bien avec les autres équipes d'une entreprise ou d'un écosystème est très important. Moi, je cherche des gens passionnés. Je trouve que c'est vraiment plus efficace dans vos carrières et votre développement de prendre les sujets qui vous bottent. Parce que quand on aime ce qu'on fait, on le fait mieux en fait. C'est un peu une règle de base, mais donc si vous aimez bien le CRM, les emailing, les campagnes, let's go, faites ça et spécialisez-vous. Si vous êtes passionné des campagnes digitales et menez des campagnes sur Facebook Ads et Google Ads, lancez-vous à fond, apprenez, poncez le sujet. Il faut vraiment que votre plan de carrière, en fait, il soit vers les sujets qui vous bottent le plus. Et vous compreniez aussi vos forces. Parce que ce qui vous botte, normalement, ça va être aussi des forces, parce qu'une fois de plus, ce qu'on aime faire, on le fait mieux. Donc, n'ayez pas un plan de carrière en disant, dans 5 ans, je veux devenir ça, donc je dois passer par telle étape obligatoirement. Moi, je pense que ça marche moins. Ouais, je suis désolé, mais j'ai dit quelques mots en anglais, mais je ne vais pas faire la présentation. En plus, on est l'école française. Donc, non. Mais donc, on a des cours en anglais, Keinde ou Emmanuel. Mais désolé, je parlerai français. Mais donc, faites votre développement de carrière selon vos passions et vos envies. Elles seront bien plus efficaces. Et enfin, le dernier, qui est un peu redondant, j'avoue, avec le côté débrouillard et curieux. Moi, je cherche des gens qui ont une soif d'apprendre, qui vont toujours remettre en cause un peu leurs acquis par les discussions qu'ils peuvent avoir, les articles qu'ils peuvent lire, etc. Et donc d'avoir toujours une logique de démarche personnelle, de développement personnel. Et je pense que vous en faites partie en venant à ce webinaire ou en s'intéressant à nos formations. C'est la clé de beaucoup de réussite et c'est la clé aussi pour une réussite à long terme de vos carrières, parce que c'est les gens qui font un peu cet extra mile de soif d'apprendre, de compréhension, d'écosystème, etc., qui vont aussi réussir, à mon avis, le mieux. Je vous envoie d'ailleurs un petit lien pour ceux qui sont peut-être pas encore apprenants ou qui se posent des questions. C'est un lien d'inscription sur nos différentes formations qui est lié à cette soif d'apprendre. Et nos formations, il y a beaucoup donc, de relations avec nos menteurs, il y a beaucoup d'accompagnement. C'est sympa. La traduction en temps réel de ma voix, c'est possible sur ChatGPT. Tu vois, j'apprends quelque chose. Je suis pas sûr, Joanne, mais peut-être. Dans les enjeux modernes des équipes marketing et de vos futures carrières, il y a plusieurs tendances de fond. Alors, parfois, c'est des tartes à la crème et tout le monde le sait, mais je préfère quand même insister sur ces sujets. Le premier, c'est la transformation digitale. Donc, vous aurez à vous former sur les outils pour rester compétitif. Il n'y a plus aucun chargé de communication, etc., qui ne peut plus maintenant être au courant, sensible et avoir des envies, des idées sur la gestion des réseaux sociaux. Et donc, avoir des envies, des enjeux, le maîtriser sur l'expérience client, sur des sujets d'automatisation, comme le faisait remarquer Johan à l'instant dans le chat, d'avoir aussi des notions sur l'usage de l'IA, de ChatGPT, de Claude ou autres sujets, et de savoir un peu gérer la donnée. Je vous demande pas d'être expert sur tout, mais d'y être sensible, d'être sensible aussi aux tendances, de pouvoir faire appel à un expert peut-être, mais de savoir connaître ses limites aussi et de savoir faire appel à l'expert pour apprendre de lui et de se faire accompagner en freelance, en agence, etc. C'est déjà faire preuve de maîtrise de ces enjeux en fait, de se rendre compte de certaines limites. Donc, faut pas que ces sujets vous fassent peur. Il faut les embrasser et être à l'écoute en fait des tendances du marché, etc. Salut Thiago. Il y a plein de solutions de financement pour nos formations. Ça peut être fait par le CPF, ça peut être fait par l'entreprise dans laquelle tu travailles, tu comptes travailler. Si vous êtes en recherche d'emploi, Pôle emploi fait aussi des financements. Il y a un petit dossier à faire et il est souvent accepté. Et puis après, tu peux acheter les formations avec tes fonds propres.
Mais en tout cas, il y a la panoplie quasi complète. Et on a beaucoup de formations aussi qui sont en alternance. Voilà, je ne sais pas quel profil tu as, mais aussi on a beaucoup d'alternants dans nos étudiants. Le deuxième enjeu, tendance, c'est que plus que jamais, le contenu est roi. Alors, pour ceux qui sont anglais, content is king, un peu on dit souvent quand en termes anglais. Plus que jamais, produire un contenu de haute qualité qui répond aux besoins de ces audiences, c'est vraiment la clé de la réussite de vos stratégies marketing, avec à chaque fois s'adapter aux différents supports. C'est pas la même campagne qu'on fait à la télé, qu'on fait en affichage, qu'on fait dans le métro ou d'ailleurs dans la rue. C'est pas les mêmes types de compétences ou de vidéos qu'on va mettre sur Instagram, Facebook ou TikTok. Et maîtriser les enjeux aussi de la rédaction, du copywriting, pour être bon en référencement naturel, donc se démarquer sur les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux. Ça va être la clé. Donc, il va falloir, dans vos missions, être un bon producteur de contenu ou un bon critique. Parfois même votre personal branding, quand vous voulez faire... le personal branding, c'est vraiment votre marque personnelle sur LinkedIn, par exemple, pour si vous cherchez des clients, si vous voulez lancer en agence ou en freelance. Créer du contenu qui se démarque, ça va être une des clés de vos réussites. Ensuite, salut Thiago et quel bac nous pouvons réussir? Il y a beaucoup de formations où il y a des prérequis. Il faut avoir le niveau bac ou bac plus 2. Donc si tu les as pas, c'est plus difficile. On a moins de formations. Il n'y a pas du tout de prérequis dans les formations marketing. Mais créer un bon contenu n'est pas suffisant. D'ailleurs, moi, c'est un défaut que je vois régulièrement. On réfléchit beaucoup à quel livre blanc, webinaire, article qu'on va produire. Parfois, on oublie de réfléchir aussi à sa bonne distribution. Et on pourrait presque partir de là. Il faut connaître et tester un maximum de canaux de communication. Et toute création de contenu, il faut déjà réfléchir à une distribution qui soit efficace. Si les gens ne voient pas vos contenus, ne puissent pas les lire parce que vous n'avez pas choisi les bons canaux, les bons budgets, en fait, ces contenus-là, ils seront quasi invisibles. Donc, les deux fonctionnent ensemble. Une vidéo, si on lui ajoute pas un peu de payant, ou alors si on se lance pas dans des formats organiques sur le bon format, la bonne plateforme, malheureusement, elle sera cantonnée à faire très peu de vues et donc très peu d'engagement pour des futurs clients ou des futures ventes. Et donc ça, il faut vraiment réfléchir toujours. Le contenu que je vais produire, quelle est la meilleure méthode de distribution? Et d'ailleurs, ça peut être souvent du multicanal. En faisant quelques petites changements, un bon article peut utiliser une vidéo qu'on va glisser. Et puis après, un post sur les réseaux sociaux pour le partager. Puis après, une newsletter pour, avec un angle différent, aussi le pousser. Donc, à chaque fois, se dire le contenu que je vais proposer, comment je vais essayer de multiplier mes canaux de distribution et quelles attentes je vais avoir derrière et quels objectifs je vais avoir derrière. On parle souvent des funnels de vente, par exemple, où en amont, on va faire peut-être des posts, des articles assez généralistes pour se concentrer après, selon les cibles et l'étape de vente, vers des articles plus spécialisés, selon les besoins des clients plus engagés, etc. Donc, il faudrait toujours réfléchir, une fois qu'on a pensé à la création, aussi à la distribution, et les deux vont ensemble. Et enfin, je reviens toujours, mais la donnée est le joyau de la couronne. Donc, on a pensé au contenu, on a pensé à sa distribution. Maintenant, il faut pouvoir quand même collecter la donnée et mesurer l'efficacité de tout ce qu'on a fait. Sans indicateurs clés qui alignent les efforts du marketing et du business et des autres équipes, en fait, vous n'allez pas pouvoir valider vos intuitions, valider votre stratégie et avancer en adéquation avec les autres équipes. Donc, il faudra toujours penser aussi à des indicateurs de mesure. Alors, attention, une erreur que je peux voir souvent, ça doit donner des intuitions, ça doit confirmer des choses. Mais la mesure parfaite n'existe pas. Le client, par exemple, pour vous choisir, va parfois lire une campagne sur Facebook, voir une vidéo, consulter votre site, recevoir une newsletter, et vous ne pourrez pas avoir le chemin exact de quel levier marketing aura finalement effectué la vente. Et d'avoir un modèle d'attribution parfait de tout ça ne sera pas possible non plus. Mais par contre,
de pouvoir lire un peu chaque canal, ce qu'il a pu apporter et peut-être sa contribution, et d'y ajouter un peu de réflexion derrière, c'est ça la clé. Donc, à chaque fois, mettre en adéquation les budgets qu'on a engagés, les tendances qu'on a suivies, et la réponse ne sera pas noire ou blanche, elle sera toujours un peu grise, mais vous donner tous les outils data, de lecture et de compréhension pour pouvoir un peu trier cette zone grise, c'est là la clé. J'espère que vous me suivez toujours et que ça vous intéresse. Moi, j'essaie vraiment de donner plein de grilles de lecture, en fait, de où s'inscrire et comment réussir certains enjeux marketing. Et il y en a un enjeu que je trouve très important, c'est de comprendre son environnement de travail et savoir dans lequel on veut travailler. Le premier, c'est dans quel type d'organisation vous souhaitez travailler. Donc, je les ai catégorisés en 4 grands types d'organisations parce que les enjeux vont être très différents selon les entreprises que vous allez choisir ou vous allez vous développer. Les premiers, c'est les petites entreprises, les TPE-PME. Là, dans ce cadre, souvent l'équipe marketing va être réduite. Vous allez être seul ou accompagné d'une équipe de 1, 2, 3 personnes. Ça va dépendre à quel point le marketing est très moteur ou un peu support finalement de l'activité. Dans ces cas-là, vu que vous serez un peu esselé dans une entreprise petite, forcément, vous allez être un profil un peu plus généraliste. Vous allez être le couteau suisse de l'équipe. Vous allez être un peu touche à tout. Vous allez sauter d'un sujet à un autre et vous allez devoir vous débrouiller seul ou peu accompagné. Donc là, l'enjeu, comme je disais en dessus, c'est que vous êtes plutôt généraliste et vous allez plutôt faire. C'est vous qui allez mettre les mains dans le cambouis. Et sinon, vous allez peut-être faire appel à un freelance, une agence pour des sujets plus spécialistes, mais même en faisant appel à eux, vous n'allez pas complètement déléguer. Vous allez devoir comprendre certains de leurs travaux et donc maîtriser un peu en 360 les sujets. Donc c'est top pour apprendre. C'est top aussi pour tester les choses si vous souhaitez vous spécialiser un jour. Ah, ce sujet-là, j'ai eu que 20% de mon temps. En fait, il m'a passionné. Peut-être que mon évolution de carrière fera que je postulerai dans un job plus spécialisé dans ce type de choses qui m'a passionné. Mais en début de carrière, je trouve ça top parce qu'on est touche à tout et on voit plein de choses qui peuvent nous intéresser. On apprend beaucoup et très vite. Et puis, c'est super à la suite aussi dans une carrière quand on aime être touche à tout, en fait. Donc, il y a des profils chevronnés qui adorent rester dans des entreprises comme celle-ci parce qu'ils adorent en fait être en maîtrise des différents leviers, des différents enjeux et être le 360, être le référent. C'est un peu différent dans les grands groupes. Forcément, les grands groupes, ils ont des équipes beaucoup plus riches et donc la richesse et la multiplicité des ressources humaines fait que vous allez être beaucoup plus spécialisé. Là, d'un seul coup, chacun aura sa spécialisation, son giron, son expertise, et vous allez devoir être le référent sur les réseaux sociaux de telle entreprise, et vous ne gérerez que ça. Vous allez être le référent référencement naturel, responsable référencement naturel, et vous allez faire que du SEO. Dans la com, vous allez faire des RP, et vous serez le spécialiste des relations presse, et vous allez faire des communiqués de presse, des activations, etc., avec les différents organismes, etc., etc. Donc là, c'est vraiment quand vous êtes beaucoup plus passionné d'un sujet, spécialisé, vous allez être dans un grand groupe. Et puis, il y a un savoir-faire aussi, donc il y a une expertise à développer, vous avez donc spécialiste. Puis un savoir-faire aussi à travailler dans des projets à plus grande échelle, et donc savoir travailler en mode projet, savoir encore plus travailler en groupe, faire parfois trouver des terrains d'entente, faire des concessions, etc. Et puis parfois piloter des agences, donc faire, parce que vous avez les budgets et vous avez le moyen de le faire. Et puis forcément, il y a un peu plus de stabilité qu'on n'a pas forcément dans le monde des TPE, PME, voire des startups, où ça dépend, hein. Il y a des PME qui sont très stables et qui font une petite croissance et qui marchent très bien et qui sont rentables et qui ne cherchent pas à devenir la future licorne des entreprises françaises. Et puis au contraire, le monde des startups dans les TPE, PME est très instable avec beaucoup de risques. Et peut-être que votre job dans un an sera complètement différent ou peut-être que la boîte n'existera plus. Donc ça, il faudra aussi faire face à ce capital à risque qui existe peut-être plus ou moins dans certains environnements. Dans les grands groupes, le capital à risque est moins élevé, à part si vraiment il y a des enjeux qui nous dépassent, de grandes tendances de fonds ou boursiers, où il y a des plans de reconversion ou licenciement, mais ça reste plutôt stable comme situation. Après, dans les métiers du marketing, forcément, il y a les agences à tout niveau, des agences créa, des agences digitales, des agences 360, des petites et grandes agences d'ailleurs aussi, où vous allez aussi trouver parfois cette dichotomie de spécialiste versus généraliste. Néanmoins, dans les agences, on est très souvent spécialiste. Là, ce qui est intéressant,
c'est que vous n'êtes plus sur un produit, un client, une typologie unique. Vous allez voir plein de clients, plein de typologies, etc. Et donc des enjeux différents. Donc en termes d'apprentissage, c'est peut-être pas les postes les mieux payés, quoique quand on est très bon et spécialiste, on est des profils très recherchés, donc les salaires peuvent suivre. Par contre, en termes d'apprentissage, c'est incroyable, puisque en accéléré, on voit des enjeux, des organisations, des projets qui sont parfois plus intenses et plus rapides. Et donc, ça permet de se former peut-être plus rapidement et puis de comprendre, toujours dans cette démarche de soif d'apprendre et sur soi aussi, peut-être les sujets qui nous intéressent le plus pour après aller directement chez un client, un annonceur, ou poursuivre en agence. D'ailleurs, il y a des gens qui sont passionnés, qui adorent cet environnement, qui font leur carrière dans différentes agences. Et enfin, la dernière catégorie qui a forcément le vent en poupe depuis quelques années, c'est de vous mettre en freelance à votre compte. Et donc là, c'est encore des enjeux différents. Ça ressemble à des enjeux d'agence parce que vous allez avoir souvent des clients et vous allez intervenir sur des missions. Mais l'enjeu est un peu différent parce que vous allez aussi devoir trouver vos clients vous-même. Vous allez devoir vous marketer, vous proposer vos profils sur Malte, démarcher. Ça vous donne énormément de liberté en termes d'organisation, de vie, etc. Mais aussi des risques en termes de manque de clients et puis de stress, en fait, etc. Mais c'est des choix hyper intéressants et ça arrive très souvent que les gens dans leur carrière marketing passent par cette étape par moment, ils restent ou reviennent un peu au salariat. Il y a plein de cas possibles. Je sais que la tentation actuelle de liberté est au freelance. Même moi, entre deux jobs, j'y ai réfléchi. Voilà, donc c'est vraiment des choix à chaque fois où vous devez toujours peser en fait les enjeux. Est-ce que je veux être généraliste ou spécialiste? Est-ce que je veux faire moi-même et devenir vraiment expert ou est-ce que je dois faire en tant que manager en termes de gestion de projet? Et enfin, à quel point je veux avoir une situation stable ou alors des risques, pour revenir à des termes anglais, high risk, high reward, quoi, donc prendre plus de risques, mais peut-être pour des choix financiers ou des choix de liberté qui soient plus intéressants. Et dans les enjeux, il faut aussi connaître les enjeux de l'entreprise qui va vous accueillir, où vous allez être salarié ou même en mission. C'est quand même très différent de faire du marketing B2C que B2B. Moi, je connais beaucoup mieux le B2C, par exemple. Comme je vous l'ai dit, que je vous ai retracé mon parcours, j'étais que dans des entreprises qui parlaient, donc B2C, c'est business to consumer, donc c'est vraiment parler aux consommateurs, aux 65 millions de Français, voire plus large si notre marché est européen, voire mondial. Et donc, c'est des enjeux très différents de s'adresser à des gens individuellement dans des campagnes peut-être à plus grande échelle en visant l'universalité ou la pluralité, que des campagnes B2B, donc business to business, qui visent les entreprises. Donc, c'est pas les mêmes méthodes marketing, c'est pas les mêmes messages, c'est pas la même spécialisation. Moi, j'adore le B2C. C'est pas que le B2B m'intéresse pas, mais souvent les gens peuvent passer de l'un à l'autre, mais c'est souvent des compétences et des méthodes qui sont légèrement différentes. Moi, ce que je trouve aussi important quand vous recherchez une entreprise, c'est à quel point le marketing est moteur ou support. Donc, bon, moi, j'adore les métiers marketing, je pense qu'ils peuvent être moteurs partout. Mais néanmoins, il faut reconnaître qu'il y a des entreprises où la différence marketing et les projets marketing vont être quasiment la clé du succès. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai en tête? Par exemple, l'impression de photos en ligne. Il y avait Cheers et il y a d'autres concurrents. Ça va être vraiment sur les choix marketing. Il y a bien sûr des enjeux j'imagine, de supply chain et de qualité des photos, etc. Mais la façon marketing, d'avoir trouvé les clients, de créer une super offre, de se détacher avec des messages intéressants, de créer un site, des couleurs, une marque forte, me semble très clé, alors que le marketing d'une entreprise dans le BTP, par exemple, me semble beaucoup plus support, où les plaquettes doivent être bien faites, la communication doit être bien faite, les institutionnels doivent être bien faits, mais la réussite de Vinci ou de Colas ou que sais-je me semble beaucoup plus dans la bonne réalisation des travaux, la qualité des ingénieurs, que sais-je, que finalement la qualité du marketing qui est un peu plus support dans ces enjeux. Donc, je ne sais pas si mes exemples sont les mieux trouvés, je les ai pris un peu à la volée, mais vous devez comprendre parfois si le marketing il est vraiment support ou c'est là où il y a le plus de budget, il y a le plus d'équipes, il y a plus d'efforts. Quand vous allez passer les entretiens, que vous allez sentir cette boîte-là en disant « Oh, il y a quand même un tiers de la boîte, c'est des marketeurs, ils sont très spécialistes. » Et puis, il y a d'autres équipes à côté où au contraire, dans une boîte de 400 personnes, il n'y a que 2-3 personnes à la communication parce qu'elle est support. C'est pareil, c'est pas les mêmes enjeux, je juge pas, hein. Il y a des gens qui s'épanouissent dans un ou l'autre métier. C'est pas toujours les mêmes pressions, c'est pas toujours les mêmes salaires, et c'est juste ça que vous devez sentir aussi dans les projets des entreprises que vous allez rejoindre ou accompagner. Pareil, dans ces enjeux,
est-ce que je travaille pour une entreprise installée, qui est là depuis des dizaines d'années et qui est sur un marché, entre guillemets, stable, avec des enjeux plutôt de maintenir des parts de marché, voire les faire progresser, mais pas avec des objectifs de croissance et de changement démesuré, ou au contraire, est-ce que vous allez être dans un marché nouveau, une entreprise nouvelle qui va avoir des enjeux de croissance, des enjeux de changer un marché, etc. Un peu start-up, que sais-je, mais même création d'entreprise, en fait une start-up comme on l'appelle, c'est pas les mêmes enjeux, donc c'est pas les mêmes niveaux de maturité. Vous n'allez pas gérer les mêmes projets quand c'est la refonte d'un site qui existe depuis 10 ans et vous devez changer la technologie et les enjeux d'une entreprise installée que le lancement le plus rapidement possible d'un blog pour une start-up. Donc là, c'est pareil. Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Être un optimiseur d'entreprises qui sont déjà installées et que vous voulez gérer des plus longs, gros projets, avoir de l'impact sur des entreprises installées, ou au contraire être un créateur de ex nihilo dans des entreprises nouvelles. Et puis le dernier enjeu, bien sûr, c'est la place du digital. Comme je vous le disais, elle est partout. Mais est-ce qu'on travaille pour un site qui est 100% digital, ou est-ce qu'on travaille quand même en magasin où le digital est en support en plus des magasins physiques? Donc c'est pareil, c'est juste à quel point le digital est 100% de l'expérience client et de l'enjeu, ou à quel point c'est 10, 20, 30, 40%. Il y a toujours un pourcentage, mais pareil, selon les entreprises, c'est pas la même spécialisation et pas les mêmes enjeux. Il existe d'autres enjeux dans les entreprises. Là, j'ai trouvé un peu les 4 que j'ai trouvé les plus importants. Et je pense que quand vous réfléchissez à quelle entreprise vous voulez travailler, qu'est-ce qui vous correspond, c'est bien d'avoir cette grille. Est-ce que je veux travailler dans du B2B, du B2C? Est-ce que je vais être vraiment moteur sous pression dans une nouvelle startup? Ou est-ce qu'au contraire, je veux être support dans une entreprise installée? Je caricature un peu, mais c'est intéressant de se poser. Et une fois de plus, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est vraiment ce que vous allez vous épanouir. Et d'ailleurs, vos carrières sont pas linéaires. Vous pouvez très bien passer d'un enjeu à un autre parce que vous voulez apprendre de nouveau et vous voulez découvrir là où peut-être vous trouverez encore plus votre bonheur. Alors, là, pardon, je reviens un peu en arrière. Je ne vais pas dire que c'est une longue introduction parce que je trouve que les métiers du marketing, il faut comprendre tout ça. Et en fait, finalement, après, les postes en soi, c'est peut-être moins important que finalement comprendre tous ces enjeux, tous les métiers, etc. Donc là, je vais venir un peu plus sur 4-5 en fait grands types de métiers et vous montrer un peu j'ai schématisé un peu les carrières possibles. Donc je commence par les métiers qu'on pourrait dire de la communication. Je suis un peu caricatural dans ce que je vais faire. Le but, c'est de vous faire comprendre des choses. Les sujets sont un peu poreux, comme j'ai essayé de l'expliquer avant. Tout a une part un peu de communication, de data, de digital. Après, il y a des spécialisations et c'est là où j'essaie de les décrire. Donc, quand on est dans les métiers de communication, entre guillemets, le poste d'un junior ou le poste de quelqu'un qui se reconvertit, qui est un peu le touche-à-tout, c'est chargé de communication. Donc, il y a plein d'offres en alternance, en premier job, en junior, ou avoir avec une expérience un peu de 2 à 3 ans, qui est un peu le touche-à-tout, notamment dans une TPE, PME, où en fait, il y a plein de trucs à faire sur la communication, un peu de réseaux sociaux, quelques gestions de budget parfois, quelques relations avec la presse ou les acteurs locaux, que sais-je. Mais donc, c'est un début de carrière classique. Et ensuite, comme je vous le disais, il y a une évolution possible vers une spécialisation ou différents métiers. Ça peut être d'ailleurs le premier métier de votre carrière. Hein. C'est pas linéaire tout ça. Donc là, j'ai pris 5 métiers. Le premier, c'est chargé des relations publiques et presse, quoi. Donc, comme je vous le disais, c'est être en contact avec les journalistes, avec les institutions, savoir faire des études, savoir faire des communiqués, savoir avoir des activations un peu créatives pour faire parler de votre entreprise dans les médias et créer de la croissance par le développement de l'image de marque. Il y a beaucoup d'agences aussi qui font ce type de métier. Donc, souvent, il y a un référent dans les équipes. Mais il y a aussi beaucoup de métiers d'agence RP, en fait, où les gens sont encore plus spécialisés, ont le contact immédiat avec ces différents acteurs. Un deuxième type de métier, c'est vraiment community manager. Donc, community manager, c'est vraiment souvent sur les réseaux sociaux. Comment je modère les réseaux sociaux, comment je réponds à mes clients, comment je trouve les bonnes activations, les bons posts, les bonnes vidéos pour fédérer une communauté, pour créer de la croissance, pour aider le support client. Donc, il y a des enjeux qui vont être différents selon les entreprises. Mais là, ça va être vraiment la gestion des réseaux sociaux, avec pareil des enjeux différents selon les secteurs. On a des formations sur ces sujets d'ailleurs, community management, chef de projet événementiel, etc. Donc je viens à la troisième. Tout est dans le titre un peu. Des événements digitaux comme des événements physiques, des salons, des festivals, des événements d'entreprise. Donc là, c'est un nouveau savoir-faire en termes d'organisation, de
planification, d'activation, etc. Et pareil, hein, on peut être très bon dans l'organisation de l'événement, mais ça va aussi avec une bonne communication, donc savoir utiliser les réseaux sociaux aussi, avant, pendant, après, etc. Donc, c'est pas monolithique, entre guillemets, comme métier. Dans les métiers beaucoup plus de création de contenu, que ce soit texte avec sa plume ou que ce soit vidéo ou autre. Il y a les métiers de concepteur-rédacteur, souvent en agence, mais pas que, hein, que ce soit en référencement naturel pour les entreprises, en stratégie marketing, etc. Donc là, c'est du copywriting. Ouais, Thiago, j'y reviendrai après, c'est les métiers digitaux. Donc je l'ai mis dans une autre catégorie que je traite en 2e ou 3e, j'ai oublié l'ordre exact. Là, je suis plutôt sur la communication et le traffic management, c'est plutôt autour du digital pur et dur en termes de gestion des campagnes. J'y reviens juste après. Donc concepteur-rédacteur, d'ailleurs, peut travailler avec un traffic manager pour trouver les bonnes accroches, bosser sur les landing pages. Les landing pages, c'est là où il y a le trafic qui va arriver sur vos sites, vos pages de vente, votre storytelling de marque, que sais-je. Donc, il y a plein de gens aussi qui font ce métier dans les agences parce que derrière un brief client, ils vont essayer de trouver les angles les plus intéressants et créatifs pour leurs clients. Et puis, d'ailleurs, en parlant d'agence, parce que ce dernier métier est plutôt en termes d'agence, il y a tout ce qui est planeur stratégique. Donc, c'est moins dans les messages et la créativité de ces messages, c'est plutôt même bien comprendre les enjeux d'une entreprise et mettre en œuvre un peu les différents canaux, les différentes stratégies, les différentes cibles, les différentes évolutions du marché, et après faire appel aux différentes équipes pour construire cette stratégie. Et de ces métiers un peu spécialistes, vous pouvez passer peut-être à des métiers de management. Une fois de plus, je pense que dans le monde actuel, ce que je trouve hyper intéressant, les carrières sont moins linéaires. Et donc, le management n'est pas une fin en soi. En fait, il y a plein de contributeurs individuels qui peuvent être d'ailleurs mieux payés, avec des responsabilités hyper importantes, sans avoir de management. Néanmoins, si vous êtes passionné aussi de sujets de management et vous voulez gérer des projets plus larges avec des équipes, etc., ça découle souvent sur 3 postes qui se ressemblent un peu, mais qui ont des consonantes un peu différentes. Donc, communication manager, directeur de la communication, directrice de la communication. Donc là, je ne veux pas l'expliquer outre mesure. Content manager, c'est un peu différent, même si parfois l'un peut être l'autre. Ça va dépendre aussi des attributions, des choix des entreprises en termes de métier et de vos choix à vous aussi parfois de nommer vos missions. Là, forcément, il y a une consonance contenue un peu plus forte quand l'autre est un peu plus 360 dans la communication. Et brand manager, c'est la marque. En fait, ces 3 métiers se ressemblent un peu. Hein. C'est juste qu'à chaque fois, il y a, selon les spécialisations et les enjeux des équipes, des titres qui peuvent être différents. J'en viens au métier du digital. N'hésitez pas, une fois de plus, si vous avez remarqué des questions, moi je suis ravi de rebondir. Là, donc, il y avait une partie digitale dans les premiers, mais c'est vrai que c'était plutôt autour de la communication et de la marque s'organiser les missions du premier slide. Là, ce slide, c'est plutôt les métiers du digital. Donc c'est pareil, hein. Il y a un métier un peu de base où vous êtes l'homme ou la femme à tout faire d'une petite entreprise et vous faites un peu tout, gérer le site, les campagnes, les agences, un peu de contenu, vous touchez à tout, c'est un peu chargé de web marketing, en alternance, en junior, etc. Et puis ensuite, dans les métiers spécialisés, donc comme le disait Thiago, traffic manager. Donc traffic manager, c'est gérer vraiment les campagnes d'acquisition avec les budgets, les annonces, les créas, etc. Donc là, c'est plus analytique, plus technique aussi. Il faut bien gérer Google Ads, Meta Ads et d'autres plateformes d'achat médias. Et donc là, c'est beaucoup d'analyse, se former. C'est des métiers qui sont souvent bien payés parce que c'est une expertise qui est assez recherchée. Et d'ailleurs, c'est aussi des métiers où il y a une bonne place en termes d'agence et de freelance parce que beaucoup de clients n'ont pas besoin de quelqu'un à plein temps. Ils ont besoin d'une spécialité où le freelance peut travailler une journée par semaine, par exemple, pour l'entreprise. Toujours dans les optimisations de l'acquisition digitale, il y a le SEO manager, donc le responsable référencement naturel. Donc là, on est toujours sur les moteurs de recherche qui sont souvent quand même une source d'acquisition importante pour les sites internet. Là, le but, c'est de savoir être bien référencé, mais en gratuit. Donc, il y a des compétences techniques à avoir en termes de structure de site, un peu de code, gérer le temps de chargement et aussi de contenu, comprendre l'importance du contenu et donc savoir soit écrire soi-même, soit briefer des équipes qui
rédigeront des équipes les articles les plus pertinents, les pages les plus pertinentes pour attirer du trafic et du business sur vos sites. Le métier plus transversal, ça peut être chef de projet digital, qui est une sorte d'évolution un peu plus senior du chargé de web marketing. Une fois de plus, je prends des noms, hein, il peut y avoir des titres et des noms légèrement différents. Là, on est un peu la personne transversale dans les équipes qui va peut-être prendre les besoins plus largement de toute l'équipe marketing, mais pas que, même peut-être travailler avec les équipes produits, les équipes commerciales, les équipes tech, faire des cahiers des charges, des spécifications, savoir faire aussi de soi-même en no-code ou sur les différents CMS, donc un WordPress, un Drupal, que sais-je. Il y a plein de choses à faire là-dessus, ça va toucher à tout, un peu même d'emailing, de CRM. C'est la personne en fait qui va mettre de l'huile dans les process. Souvent, ce chef de projet digital, il est dans des entreprises où il y a déjà 3, 4, 5 personnes au marketing, où il y a un vrai besoin en fait de coordination sur des projets transversaux de l'équipe marketing. À l'intérieur des métiers, il y a tout ce qui est les métiers du CRM, donc les campagnes SMS, email, connaissances clients, messages, etc., faire des newsletters. Et donc savoir gérer des outils un peu plus complexes de envoi d'email, envoi de messages, de notifications, savoir travailler sur les automations, bien comprendre l'expérience client pour savoir utiliser le bon message au bon moment. Donc travailler avec les autres équipes aussi pour comprendre le cycle de vie du client et savoir bien jongler avec la data. Parce que quand je parlais de savoir mesurer les impacts de ces actions, il y a un métier qui semble assez immédiat pour ça. C'est quoi mes taux d'ouverture, c'est quoi mes taux d'engagement, c'est quoi mes taux de clics, c'est quoi mes taux de rachat, c'est quoi ma fidélité par contre créée grâce à mes programmes de fidélisation, etc. Enfin, voilà, c'est des métiers assez spécialisés et je trouve aujourd'hui qu'il y a une pénurie un peu sur ces métiers. Moi, j'ai toujours du mal à recruter des gens qui étaient vraiment bons. Donc, si vous êtes passionné de l'expérience client, des campagnes, etc., emailing et plus, allez-y parce que je trouve que c'est pas évident de trouver des gens qui sont passionnés, qui sont hyper bons sur ces métiers. Et enfin, le plus peut-être spécialiste de tous, qui sont à la frontière entre le marketing et plein d'autres métiers, mais c'est une évolution possible en tout cas, même pour des gens qui ont fait des formations marketing. C'est un peu se spécialiser dans la data. Alors parfois, il faut peut-être suivre une formation supplémentaire. Mais comme je vous le disais, créer des dashboards, suivre les clients, etc., c'est la clé de la réussite de beaucoup d'équipes. Et il y a des gens en fait qui se trouvent une passion là-dedans et donc qui se spécialisent dans data analyst. Je vais pas pousser data scientist parce que pour le coup, je pense que c'est des métiers plus tech où il y a une formation plus lourde, mais juste data analyst, de créer les dashboards, les analyser, donner des insights aux équipes et participer à la stratégie marketing, ça peut vraiment être fait avec même un background marketing. Et une fois de plus, l'évolution après de ces métiers, acquisition manager, en fait, c'est au lieu d'être sur 2, 3 canaux comme le traffic manager ou le SEO manager, même canal unique, on devient un peu 360 et on est capable de travailler avec les experts de son équipe ou des agences pour avoir maintenant la responsabilité du budget d'acquisition, la connaissance de tous les différents canaux et de pouvoir un peu arbitrer selon les enjeux, les équipes, etc. Donc, c'est l'évolution normale et on devient, au lieu de faire, pour le coup, on fait faire par des gens peut-être meilleurs et plus spécialistes que nous. De même, l'évolution du chef de projet digital, notamment sur les sites internet, ça devient un peu e-commerce manager où on est même un peu responsable du revenu en fait. On est plus que des projets ou que du site ou que du funnel de vente ou que du panier, etc. Là, on devient encore plus responsable en fait de la performance globale, du revenu, de la marge, etc. Donc, on ajoute une donnée business encore plus forte peut-être aux enjeux du chef de projet digital entre guillemets. Et ou que de l'acquisition, il y a des gens aussi, pareil, qui ont été traffic managers, qui ont bossé sur le site, l'expérience pour booster un peu la rentabilité de leur campagne et qui peuvent évoluer vers des rôles de e-commerce manager. Et puis je trouve, j'ai mis brand manager parce que je trouve qu'on peut très bien, alors c'est plus difficile en communication, en content, mais on peut très bien devenir responsable de marque en ayant un background un peu d'acquisition. Parce qu'en fait, on a bossé sur les messages, on a bossé sur les vidéos, etc. On sait ce qui a marché, et donc il y a des gens qui, par leur levier d'acquisition et ce qu'ils ont touché en termes de contenu, peuvent très bien aussi revenir, entre guillemets, pas revenir, mais venir à des métiers plus de marque. Et d'ailleurs, je pense que c'est des profils hyper intéressants parce qu'ils ont vraiment travaillé sur les sujets d'acquisition, de rentabilité, d'outils, et y ajouter une dimension marque qui est hyper intéressante. Je trouve que c'est un peu plus dur dans l'autre sens d'ailleurs, mais c'est possible, hein. Mais en tout cas, je l'ai moins souvent vu
des gens qui ont fait beaucoup de communication, du branding, etc., et qui se mettent derrière à des sujets purs d'acquisition. J'ai l'impression que dans ce sens-là, voilà, il y a des success stories qui sont moins évidentes, mais c'est que mon expérience personnelle, et vous savez quoi, voilà, ça n'engage que moi, j'en fais pas du tout une règle absolue. Comme je vous le disais, moi, je trouve que les carrières, elles sont pas linéaires. Il faut suivre vos envies, en fait, et là où vous êtes bon. Voilà, je radote un peu sur ce sujet, mais de penser qu'il y a une carrière unique sur les métiers du marketing, mais quel métier? Notamment moi, qui bosse pour des organismes de formation où il y a beaucoup de reconversions, etc. Et moi, je trouve que les success stories les plus incroyables, c'est des gens qui ont su rebondir d'une formation à l'autre, d'un commencer en étant parfois dans la tech et finir en marketing, ou à contrario commencer commercial et finir marketing, parce que les profils les plus riches qui ont vu parfois d'autres équipes, d'autres enjeux, sont bien meilleurs encore dans leur métier. Voilà, je referme la parenthèse, mais c'est pas mon cas en plus. Moi, j'ai toujours fait du marketing, j'ai fait une école de commerce, donc je pense que j'aurais été encore plus riche si j'avais fait 2-3 ans de sales à un moment dans ma carrière. Bah, ça me fait une petite transition vers des métiers un peu plus autour du produit et de la vente. Pareil, début de carrière, chargé de marketing opérationnel, c'est un peu différent de chargé de communication parce que là, on est parfois vraiment à bosser avec les équipes vente, avec les équipes produits pour être vraiment le support de leur réussite, quoi. Je vous donne l'exemple de l'école française. Il y a des gens qui bossent vraiment sur le support de vente des commerciaux, sur les programmes, etc. On pourrait les considérer en termes de chargés de marketing opérationnel parce qu'ils sont vraiment au contact des opérations et de la réussite et quasiment en itération perpétuelle de leur process. Derrière, là, c'est des métiers qui sont moins estampillés pur marketing, mais qui sont tout à fait possibles avec des backgrounds marketing. Donc, on peut faire des métiers qui seront account manager, donc chargés de clientèle, entre guillemets, et qui, alors je pense plutôt sur des outils marketing, sur du B2B, etc. Mais d'avoir un background marketing sur ces métiers-là, c'est hyper intéressant parce que il y a un sujet de relation client, il y a un sujet d'accompagnement, il y a un sujet de vente aussi. Et donc, ça peut être des évolutions de carrière qui peuvent être intéressantes aussi pour vous si vous avez des envies autres que du marketing, entre guillemets, pur et dur. Pareil, je l'ai mis là-dedans. Alors, c'est très différent. C'est chargé d'études. Beaucoup sont dans les instituts, hein, les Ipsos, Sofres, que sais-je. Mais dans les entreprises, il y a aussi. Donc, c'est savoir vraiment se spécialiser dans les tendances et les études clients. Donc, faire des questionnaires, partager cette donnée, trouver des chiffres clés, valider un peu des tendances marché, être en contact avec les agences qui vont le faire. C'est un métier un peu plus spécialiste, hein, il n'y en a pas tant que ça, et c'est plutôt pour des boîtes bien établies, mais c'est des carrières très intéressantes. Le chef de produit, donc là c'est un peu un fourre-tout ce que j'ai mis ici. Hein. Le chef de produit, ça va être plutôt dans des grands groupes. Hein. Donc c'est vraiment la personne qui va être responsable d'une marque, d'une business unit, etc. Donc voilà, c'est un peu chez L'Oréal, je suis responsable de telle ou telle marque, de tel ou tel shampoing, etc. Et je suis en 360 en fait sur toutes mes activations, la vente, le packaging, ma présence dans les supermarchés, ma présence digitale, etc. Donc Procter & Gamble, etc. Vous voyez, donc c'est des métiers en fait où on est vraiment responsable d'un produit. Le but c'est son développement au sein de l'entreprise et au sein des consommateurs. Et enfin, on peut être en fait product aussi, product owner ou product manager. C'est possible aussi avec un background marketing où vous allez vous rapprocher de la gestion de projet, des évolutions du marché, de la tech, etc. en termes de construction d'un produit. Et donc derrière, les métiers ça peut être, je reste sur le produit, c'est vraiment directeur produit. C'est directeur de l'expérience client ou du tout le support client, etc. Voilà. Donc c'est des métiers moins, entre guillemets, 100% pur marketing, mais qui gravitent et qui sont possibles avec un background marketing, des formations marketing. Là, on a moins de formations sur ces sujets-là, mais j'ai aimé vous en parler parce que c'est tout à fait des carrières possibles aussi dans vos évolutions. Alors, forcément, on est chez l'école française. N'hésitez pas, encore une fois de plus, si vous avez des questions. Donc moi, je vous dis de vous former, c'est hyper important. Si vous êtes là, vous êtes intéressé. J'ai un gros truc, un petit warning à vous donner. Moi, je trouve qu'il y a du contenu hyper intéressant. Là, j'ai pris Marketing Mania et même chez Yomi Denzel. Hein. Je ne vais pas du tout cracher sur les infopreneurs. Je trouve qu'il y a des sujets bien développés et pour avoir eu accès à certaines de leurs formations, il y a des contenus intéressants. Donc, pas tous les infopreneurs. J'ai pris des infopreneurs que je trouve
intéressant parce que j'ai eu accès à leur formation. Et il y a à boire et à manger, mais il y a quand même des choses intéressantes. Je vous demande par contre de prendre avec beaucoup de précaution les promesses qu'ils vont faire. Nous, on a une promesse d'épanouissement en fait, de chercher votre carrière, que ce soit dans le freelance, le salariat, etc. Mais je ne ferai pas comme le screenshot que j'ai pris de Yomi Denzel, le 45 000 € au bout du jour 100, où en fait c'est peut-être que 1% des gens qui sont déter et qui ont fait tel truc, etc. Donc moi je trouve qu'il y a des choses intéressantes chez les infopreneurs. Souvent les formations sont quand même très chères et pas financées chez eux, donc c'est votre choix en âme et conscience. Mais surtout, je trouve que leurs promesses se basent sur l'exception plutôt que la règle. Les nôtres, c'est le contraire. On se base plutôt sur la règle que l'exception. C'est-à-dire, on vous promet vraiment une reconversion, on vous promet vraiment d'être compétent dans des métiers. Il y a un peu plus une réalité, par exemple, par rapport au tissu professionnel et des entreprises en France. Voilà, c'est tout. Une fois de plus, mon but, c'est... Moi, je trouve qu'il y a plein de trucs intéressants. Moi, je suis le premier à consommer du contenu un peu hyper intéressant, des infopreneurs. Je trouve que ça participe à ma curiosité de ce qui se passe sur le marché. Voilà, leurs promesses me semblent souvent démesurées. Nous, nos formations, alors je vais pas faire le tour de toutes nos formations, c'est pas le but. Je vous renvoie un peu notre formulaire où il y a toutes nos formations. Il y a des formations courtes, des formations longues. Il y a des bachelors complets, par exemple, qui sont plutôt sur 8 à 12 mois, où vous allez avoir des blocs et un diplôme à la fin. Il y a des formations certifiantes qui sont plus courtes sur des spécialités. Donc là, je vous ai fait un petit screenshot de notre site où il y a des formations sur les réseaux sociaux, le web marketing, créer un site internet, l'événementiel, etc. Donc, pour beaucoup de sujets que j'ai évoqués ici, on a souvent une formation soit spéciale, soit généraliste qui va pouvoir répondre à vos besoins. On a une équipe de conseillers en formation qui sont spécialisés dans les sujets marketing. C'est mes collègues, je suis dans les bureaux de l'école française, il y a un faux plafond, etc. Il y a Mustapha, Adrien, etc. qui sont sur les sujets marketing, qui seront des très bons interlocuteurs, par exemple, pour vous guider aussi si vous hésitez entre des formations. Ah ouais, non, alors le bachelor complet, aujourd'hui, on en a un qui est le bachelor communication. Le digital, il est plus disponible. D'ailleurs, s'il y a un screenshot avec le digital, c'est que, voilà, désolé, j'aurais dû mettre à jour mon screenshot, il est plus disponible depuis 1 ou 2 mois. Mais donc, c'est un bachelor marketing communication où il y a beaucoup de réseaux sociaux, etc. Il y a du chef de projet événementiel et donc il n'y a pas que du digital. C'est communication et digital. Hilary, j'ai commencé en bachelor marketing communication. Je souhaite le faire en alternance. Ouais, il y a un accompagnement complètement. Alors par contre, tu as déjà commencé parce que ça, c'est un peu spécial. Tu aurais peut-être dû dire que tu voulais en alternance. Il faudrait voir ton cas, Hilary. Je pourrais le relayer avec nos équipes. Oui, il y a un accompagnement pour trouver les entreprises. Il y a un coaching qui est fait par nos équipes pour revoir ton CV, revoir tes lettres de motivation. Donc, on te donne accès à un outil qui s'appelle Grimp aussi pour voir toutes les offres du marché. Donc, le but, c'est de te donner plus de billes et d'outils pour que toi, tu fasses une recherche plus efficace. Et puis, on a des entreprises partenaires où on cherche aussi des mandats pour toi. On a déjà des entreprises qui cherchent des personnes. Moi, je recrute des bachelors même, tu vois. Donc, on a 4 personnes en alternance qui sont en école française et alternant chez nous. Donc voilà, on t'accompagne là-dedans. Thiago, on a créé un site internet, c'est sur WordPress. Voilà. Donc c'est une formation qui est sur WordPress et qui aide à te former. Et il y a une certification. Est-ce que c'est le TOSA à la fin? J'ai un doute. Mais voilà. Est-ce que je crois que... Voilà, on avait commencé. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des demandes, des critiques? Que sais-je? C'est le moment de me donner vos avis. D'ailleurs, j'ai une question pour vous, d'ailleurs, si vous n'avez pas de... Là, je fais les webinaires, parce que vous étiez une vingtaine, vous pouvez que chatter. Voilà, je demande au peuple un peu, si on l'ouvre à pouvoir parler, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, forcément, c'est plus cool parce que peut-être vous pouvez interagir et parler. Ma crainte, c'est que c'est plus vivant. L'avantage, c'est plus vivant. Vous pouvez poser directement vos questions. Ce que je crains, par contre, c'est que ce soit peut-être un peu la basse-cour et que tout le monde parle et qu'on ne s'entende plus. Donc voilà, je vous pose la question. Vous étiez là. Est-ce que vous auriez aimé parler directement ou est-ce que le chat vous suffisait pour poser les questions? Et sinon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ok. Donc Hilary, tu aurais aimé parler. Je te testerai la prochaine fois, Hilary, peut-être.
Sinon, des questions, je suis ravi de vous répondre. Et sinon, je vous laisse, je vous souhaite peut-être un bon appétit si vous n'avez pas de manger devant l'écran, ou une bonne après-midi. De rien, Samantha, merci pour ta participation. S'il n'y a pas de questions, je vous dis au revoir, bonne journée, bon après-midi, bon appétit. Si vous n'êtes pas inscrit, tentez votre chance, inscrivez-vous. Je trouve que c'est pas mal de parler avec nos conseillers en formation et regardez, tentez votre chance. Ça fait bizarre, c'est comme si c'était une loterie. Non, inscrivez-vous et essayez de trouver la bonne formation pour vous. Et puis, merci à tous. À bientôt, j'espère. Salut, salut, salut tout le monde. Salut Sarah, salut Thiago, salut Johan, salut Samantha, salut tout le monde. Bonne journée.